Eh bien, bonjour à tous. Je suis Charles de Hasselblad France et je suis aujourd'hui très heureux de vous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Nous sommes déjà une cinquantaine en ligne et bienvenue à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler de Ghislain Simard, notre ami photographe ultra rapide. Pour faire un petit retour, moi je suis Charles, je travaille chez Hasselblad. Je gère le marketing, les ventes aux côtés de mon très cher collègue Philippe qui est dans le sud de la France. Et nous allons parler d'un de nos clients et amis, Ghislain Simard. Qui est Ghislain? Nous allons le voir dans quelques minutes. Tout d'abord, avant de commencer à parler de Ghislain, je tenais à vous dire que tous ces webinaires sont sur YouTube, qu'ils soient en anglais, en français ou même en italien. J'ai vu que l'Italie, l'Espagne faisaient également des webinaires. Vous pouvez tous les retrouver sur la chaîne YouTube. Nous en avons fait un il y a quelques semaines concernant le X1D2 et le 907, une comparaison technique sur ces deux produits. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de Hasselblad que vous retrouverez sur youtube.com/user/HasselbladAS. Donc voilà pour le petit retour. Et parlons maintenant du programme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons parler de notre très cher ami Ghislain Simard. Donc nous allons faire une petite intro pour savoir qui il est, d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait. Nous verrons ensuite une petite vidéo de ses conditions de prise de vue et comment il réalise ses images. Suite à cela, nous pourrons parler de son matériel. Donc, on va commencer tout d'abord par le boîtier, qui est le boîtier que vous voyez en photo devant vous à l'instant, qui est le H6D100. Et puis, pour réussir ces images, Ghislain a mis au point un système de flash unique au monde. Donc, il va nous en parler. On va regarder les images qu'il arrive à réaliser grâce à son matériel et puis vous pourrez poser vos questions, on y répondra, qu'elles soient techniques, artistiques ou même animalières, puisque on va parler d'un sujet un peu atypique qui est le sujet des insectes. Et Ghislain, c'est un photographe qui réalise des images assez incroyables, comme vous le voyez à l'écran tout de suite. Euh, il fait de l'image de papillons en plein vol. Donc on va voir comment faire ces photos ultra rapides euh, qui sont réalisées d'une manière assez complexe. Voici donc la vidéo pour voir comment Ghislain fait pour réaliser ces images. Les papillons se font remarquer avec leurs grandes ailes colorées, en faisant ainsi les insectes les plus connus de la création. Ce sont de véritables fleurs volantes. Ce film vous emmène sur le terrain, dans les pas du photographe Ghislain Simard, à la découverte de leur biotope favori. Mettez l'œil dans le viseur de l'appareil photo très sophistiqué que Ghislain a mis au point pour parvenir à figer leur vol imprévisible sur ces clichés. Il vous explique les astuces qu'il déploie pour photographier des actions aussi rapides. Grâce aux photos ultra rapides, découvrez ce que la nature a inventé pour faire des papillons d'incroyables as du vol.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que Ghislain nous a fournie. Et nous allons donc pouvoir maintenant parler de lui et je vais le laisser rejoindre la discussion, puisque je vais l'introduire, mais c'est surtout également lui qui va se présenter. Je suis très heureux de le recevoir avec nous. Euh, Ghislain, qui est mon photographe vosgien préféré, et en même temps, je vais vous dire que je n'en connais pas d'autres. Mille excuses à tous les Vosgiens. Donc Ghislain est basé à Valence. Il est photographe depuis 1990. Il est spécialisé en photo ultra rapide. Nous allons voir comment il réalise ses photos d'insectes en plein vol. Et sa passion, c'est de figer par l'image le vol des insectes. Il collabore avec la presse spécialisée depuis 15 ans. On retrouve tous les mois dans les colonnes de chasseurs d'images et également de chasse-images. Et puis, Ghislain, eh ben, il utilise du moyen format pour réaliser ses images depuis 2010. Alors, sa biographie, on va faire simple. Ghislain, je te vois à l'image. Est-ce que tu m'entends, Ghislain? Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, ben, Ghislain, son papa, je crois qu'il était collectionneur de papillons et visiblement, il y a une différence entre toi et ton papa au niveau des papillons, c'est que ton papa les collectionnait plus très vivants, je crois. Bah oui, les collectionneurs de papillons, ils ont un inconvénient et une passion, c'est qu'ils s'attrapent les papillons pour finir par les épingler dans une belle collection. C'est très beau. Mais euh, moi, quand j'étais tout jeune, dès l'âge de 3 4 ans, je le suivais dans la nature pour aller chasser des papillons. Mais en même temps, je trouvais quand même assez désagréable d'aller épingler dans une collection des insectes que je trouvais super sympas à observer dans la nature, en fait. Et quand j'étais à l'école primaire, la maîtresse avait installé au fond de la salle de classe hein, une petite chambre noire dans laquelle elle nous initiait à la photographie. Et très vite, je ne sais pas, je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai associé cet amour naissant pour la photographie avec les papillons, et je me suis mis à photographier les papillons. Donc voilà le début de l'histoire. Et puis, je crois savoir que tu avais peut-être commencé avec du Canon ou du Nikon dans tes jeunes années, puisque j'ai vu chez toi il y a quelques mois tes premiers appareils photo. Oui, alors, mon tout premier appareil photo un peu sérieux, c'était un Canon A1. J'avais mis toutes mes économies de peut-être d'un ou 2 ans dans l'achat d'un Canon A1 avec un FD 50 mm macro. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et j'ai commencé comme ça. J'avais donc 13 14 ans. J'ai commencé à photographier les papillons. Et il y a aussi quelque chose qui m'a pas mal orienté, qui m'a permis de progresser assez vite, c'est que j'ai découvert un livre qui s'appelle Photographier la nature de Claude Nurizzani et Marie Perrenou, qui donnait les bases de la pratique de la photo macro appliquée à la photo d'insectes. Et, ces deux photographes sont assez vite devenus pour moi des mentors et j'ai essayé de suivre leur exemple en lisant de nombreuses fois leur livre et ça m'a permis de progresser plus vite en suivant des exemples. Voilà. Et puis, je crois savoir que, voilà, on en parle dans la présentation, dans le début des années 90, tu tombes un peu fan du travail d'un photographe anglais, Stephen Dalton. Ah oui, alors là, Euh, Stephen Dalton, c'est mon vrai mentor. Oui. voilà, En fait, qui fait des images dans le même genre que celles que tu fais. Et puis, tu as eu l'occasion de le rencontrer récemment grâce à ton frère qui te l'a présenté en Angleterre, c'est ça? oui, c'est ça. En fait, Stephen Dalton, c'est mon vrai mentor parce que en fait, c'est lui qui a inventé les bases des techniques dont je vais parler aujourd'hui, hein, de ce qu'on appelle la photographie ultra rapide. Et j'ai découvert son œuvre à travers plusieurs de ses ouvrages quand j'étais adolescent, au début des années 90. Et vous savez, quand on a vraiment un mentor comme ça, moi je le mettais sur un piédestal, c'est presque quelqu'un qui n'existait pas. Vous savez, quand on a quand on suit quelqu'un comme ça, ça paraît un peu irréel. C'est quand même quelqu'un qui, pour donner un exemple de son niveau de notoriété, hein, il est aussi connu dans le monde anglo-saxon que Yann Arthus Bertrand en France, hein, par exemple. Et il y a une seule photographie dans les sondes voyageurs, hein, qui ont quitté même le système solaire récemment. C'est comme une photographie d'insecte en vol de Stephen Dalton. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu pour que la NASA choisisse une de ses photos. C'est quelqu'un qui a réussi à imposer un nouveau type de photographie dans l'univers des insectes. Et
mon frère, ça commence à faire maintenant quelques années, c'était en 2008. Il a eu une idée, comme il vit à Londres, en fait, il s'est dit, je vais faire un cadeau original à mon frère, je vais essayer de trouver dans les bibliothèques londoniennes un exemplaire d'un des premiers ouvrages de Stephen Dalton, et puis je vais lui offrir pour son anniversaire. Et puis donc il a fini par trouver un livre du début des années 70, et puis il a eu une autre idée un peu encore plus folle. Il s'est dit, mais le vrai cadeau, ce serait de réussir à obtenir une dédicace sur ce livre. Et puis il a cherché Stephen Dalton, qui comme c'est une anti-vedette, ben, c'est pas forcément facile de le trouver. Puis il a fini par trouver son adresse postale, il lui a écrit une bonne lettre à l'ancienne, hein, il a pas fait un mail. Et puis très rapidement, Stephen Dalton lui a répondu, vous me parlez du travail de votre frère, hein, qui fait notamment des photos de papillons en vol, mais les photos, on n'en parle pas, il faut les montrer. Vous pourriez pas m'envoyer quelques photos? Donc mon frère lui a répondu par mail en envoyant quelques bases dev de mon travail. Et puis, Stephen Dalton, donc c'est en 2008, il m'a fait son premier cadeau. Il a répondu à mon frère, si votre frère veut une dédicace, il faut qu'il apporte le livre lui-même chez moi. Et mon amitié avec Dalton a commencé comme ça. Et aujourd'hui, mon mentor est devenu un ami, hein, ce qui est pas forcément évident. On a même fait en 2012 une exposition conjointe. On a travaillé 2 ans ensemble pour faire une expo. Donc, de ce point de vue-là, je vis un rêve éveillé. Et puis, bah, donc, du coup, tu parlais des techniques de photographie ultra rapides et pour ce faire, grâce à ton background d'ingénieur, parce que je sais que la photo n'est pas ton activité principale, tu es ingénieur à côté, tu travailles, je crois, dans la gestion des colis. Oui, en fait, ouais, je fais de l'automatisme. En fait, je suis chef de projet et on développe avec mon entreprise des systèmes de tri de colis très, très sophistiqués. Ouais. Et ça me permet Voilà. finalement, en n'ayant pas la photographie comme l'activité principale, même si mon activité photographique est très enrichissante, et je fais beaucoup de choses, ça me permet de choisir les photos que je fais. Et il m'arrive, on va en voir aujourd'hui, hein, il m'arrive des fois de passer 3 ou 4 semaines de travail pour réussir à sortir une seule et unique photo. Je pense que quand on est professionnel, on a du mal à faire ça, parce qu'il faut bien rentrer de l'argent tous les mois, et un mois qui est complètement consacré à une seule image, c'est quand même difficilement réalisable. Et quand on ne vit pas que de la photo, on peut se permettre ce luxe-là. Et moi, j'ai trouvé cet équilibre finalement un peu subtil entre la photographie et autre chose qui me permet de faire uniquement les photographies que j'aime. Voilà. Et du coup, c'est ce background d'ingénieur qui t'a aidé à développer ton système de flash dont tu vas nous parler dans quelques minutes, puisque tu utilises quelque chose d'assez extraordinaire, je crois savoir. Oui, oui, en fait, ce qu'on appelle la photographie ultra rapide, pourquoi ce nom-là? En fait, parce que dans l'univers des insectes, on va photographier en gros plan. Forcément, on fait de la macro, ou en tout cas de la proxy photo. On photographie en gros plan des actions qui se déroulent extrêmement vite, parce qu'un insecte, ça peut voler entre 30-40 km/h pour des papillons, et puis une grande libellule, ça peut voler à plus de 80 km/h. Hein. Certaines mouches ou des thons peuvent déplacer les, les 140 km/h. Donc on parle vraiment d'actions hyper rapides qu'on cherche à photographier en gros plan. Donc on a une problématique de double dont on va parler plusieurs fois, c'est comment déclencher l'appareil au moment où l'insecte passe dans le plan net. Et puis autre difficulté majeure, c'est comment avoir une photo nette, comment éviter le flou de bouger. Et c'est facile à dire. Et pour résoudre ces problématiques-là, il y a un peu de technique en fait. Alors parlons tout d'abord de ton boîtier. Je vais te laisser le présenter, même si moi je le connais, j'ai envie de te dire un peu par cœur, mais je pense que qui est le mieux, plus que l'artisan, peut raconter l'histoire qui tourne autour de son outil. Alors, c'est un outil qui pourrait paraître, a priori, à contre-emploi, parce que, comme je viens de le dire, on va faire des photos en gros plan, et j'utilise un appareil qui a le plus grand capteur qui existe sur le marché. Donc, c'est un capteur qui fait presque la même taille que du film moyen format, hein, donc 53 par 40 mm. Donc, ça veut dire que pour faire un gros plan, je vais être obligé de grossir davantage pour remplir le capteur, donc avoir moins de profondeur de champ. Donc, ma problématique de déclencher mon moment, elle s'amplifie avec un appareil comme ça. Mais par contre, en contrepartie, on a quand même 100 millions de pixels. Bon, même si c'est peut-être pas le plus important, ben, on a plus de détails avec 100 millions de pixels qu'avec moins. On a une dynamique absolument impressionnante qui me permet notamment, je travaille souvent avec des éclairages en contre-jour, ça permet de ne pas se poser de questions de dynamique et de pouvoir avoir du détail dans les ombres et des hautes lumières qui ne sont pas cramées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, cet appareil-là, il propose quelque chose
qui va être une opportunité pour résoudre certains problèmes techniques qu'on va détailler un peu plus loin dans la présentation. C'est qu'il a une architecture modulaire, et en particulier, le capteur et son électronique sont logés dans un dos qui a des capacités de fonctionnement de manière autonome sans l'appareil, parce que ce dos-là peut être très bien détaché et mis sur une chambre au grand format. Hein, on peut l'utiliser sans le boîtier HSD. Et je vais vous expliquer comment finalement je mixe les avantages d'avoir un boîtier réflexe ou une HSD avec des fonctionnalités d'utilisation du dos en mode autonome pour résoudre des problèmes de déclenchement de la prise de vue vraiment au bon moment. Voilà. Et donc, les deux problèmes qu'on résout, c'est déclencher au bon moment et puis figer le mouvement. Voilà. Alors, Côté optique, il faut j'ai mettre ici. anticipé un peu sur le changement de Mais il n'y a slide pas de de la souci. présentation. Je crois savoir Oui, que tu n'utilises en gros que trois objectifs pour faire toutes tes images. oui, Et de ce que je vois, c'est que tu as des optiques qui sont totalement opposées, hein. Tu vas avoir un 50 mm, ensuite un 120 et ensuite un 300. On a 12 optiques dans la gamme et tu n'es pas loin d'avoir les trois optiques les plus différentes qu'ils soient. Pourquoi ça? bah, bon, déjà, au centre de l'image, on voit mon objectif standard, parce que même si je fais des images un peu particulières, le 120 macro, ça reste l'objectif standard dans mon application. Et je pense que c'est pas étonnant de voir cet objectif-là dans ma sélection. Par contre, les deux autres sont beaucoup plus surprenants. Le 50 mm, donc c'est un grand angle quand même déjà assez marqué. Et en fait, il me permet, dans certains cas, finalement de mettre en valeur autant l'environnement que le sujet que je photographie, parce qu'avec un angle plus large, on est obligé de prendre en compte dans la composition l'environnement autour des insectes. Et c'est souvent quand même très intéressant d'avoir un cadrage large pour avoir des vues, même si on cadre en gros plan, qui vont faire la part belle à la végétation, à ce qui se passe autour d'insectes. Et je l'utilise avec un accessoire dont on parlera tout à l'heure qui permet quand même de faire des gros plans avec un grand angle tout en gardant de la qualité. Et à l'opposé, le 300 mm, il permet exactement de faire l'opposé de ce que je viens de dire. Il permet en fait d'isoler le sujet sur un fond qui va être plus flou, plus onctueux, euh, euh, des, des brindilles ou une feuille qui va être ne serait-ce qu'à 5-6 cm du plan net, ben, elle va paraître extrêmement floue, extrêmement subtile. Donc le 300 mm, c'est un objectif qui me permet de jouer avec les flous et d'avoir très peu de choses nettes dans l'image. À l'opposé, le grand angle permet de montrer l'environnement autour des insectes. Et puis entre les deux, le 120 mm macro, ben, il est un peu entre les deux extrêmes. Et il permet aussi, le 120 macro, de faire des gros plans en cadrage plus serré que ce que je peux faire avec les deux autres optiques, qui sont peut-être plus une approche de proxy photo que de vrai macro que permet le 120. D'accord. Donc, au lieu d'un grand discours, on va carrément regarder des images que tu as faites avec ces optiques. Euh, Ça se dit qui est quand même assez incroyable. Alors, on sait que les couleurs sont incroyables ici. On a le rouge de la coccinelle qui s'oppose au vert de la végétation. C'est super. Bah, en fait, quand je fais mes images, je réfléchis toujours beaucoup à la composition et aux couleurs qu'on va voir. Et en fait, je ne me promène pas toujours avec un appareil photo. En fait, c'est souvent en observant dans la nature que j'ai des idées de photos qui se construisent. Parce qu'après, comme on met en œuvre beaucoup de techniques, en fait, il n'y a pas tellement de place au hasard au moment où on fait les photos. Par contre, il faut prendre le temps de se promener dans la nature pour avoir des idées de composition. Euh, L'image qu'on voit là, en fait, c'est un envol de coccinelle. La coccinelle, elle vient de s'envoler de la tige qu'on voit à l'extrême au droite de l'image, qui est floue derrière. Donc cette tige-là, elle est peut-être à 5 cm derrière le plan net, pas plus. Et une coccinelle, quand ça s'envole, en fait, ça se laisse basculer en arrière. En fait, elle tombe en arrière en même temps qu'elle ouvre ses élytres. Les élytres, c'est les deux petites demi-carapaces rouges. Elle ouvre ses élytres, elle se laisse tomber en arrière, et elle ouvre ses ailes et elle commence à battre des ailes. Et on photographie ici, juste cet instant-là, au moment où la coccinelle vient de basculer en arrière et vient d'ouvrir ses ailes. Donc c'est typiquement une photo que je ne pourrais pas faire avec un autre objectif que le 120 macro, parce que là on cadre quand même très serré. Hein. Le champ qu'on voit là doit faire 5 cm par 7 cm, pas plus. Donc le rapport de reproduction est de l'ordre de 0,8. Donc on n'est pas loin du grossissement maximum du 120 mm. Voilà. Et le 300, qu'est-ce que tu fais comme type d'image avec le 300?
Donc là, avec le 300, je ne peux pas cadrer aussi serré que l'image précédente qu'on va voir, donc c'est des cadrages plus larges. Ici, donc, on photographie un petit papillon azuré qui vole dans les graminées. Et donc le 300, comme on voit à droite, je l'associe toujours avec des bagues à longe. Je ne l'utilise jamais seul, parce que sinon je ne cadrerai pas assez serré. Donc j'utilise soit une bague à longe de 26 mm, soit une bague à longe de 52 mm. Typiquement avec la bague à longe de 52 mm, qui est la plus grande disponible dans le système H, on doit cadrer un champ qui doit faire à peu près 14-15 cm de long, si c'est le cas ici. Et ce qu'on voit ici, en fait, le papillon, là, il vole entre des graminées, et le 300 mm, il permet justement, j'en parlais en introduction, de mettre énormément de flou autour de l'insecte, même si les graminées sont très proches de lui. Le 300 permet de travailler sur le rendu des zones floues. Et c'est pour ça que je l'utilise. Beaucoup d'ailleurs. Et le 50 alors? L50, c'est un objectif donc, avec son angle de champ beaucoup plus large qui impose de montrer plus de choses dans l'image. Donc ici, donc c'est une petite libellule qui s'appelle un Calopteryx qui en approche. Elle va se poser sur la tige qui est devant elle. Et derrière elle, on voit les reflets dans l'eau. Donc c'est un champ qui est beaucoup plus large parce que ce qui est en arrière-plan, ça doit représenter peut-être 2 mètres de large. Hein, alors c'est pas très loin. Et, et là, donc, le travail avec le 50 mm, c'est plutôt de travailler sur le rendu d'un champ qui est beaucoup plus vaste, comme ici les reflets sur l'eau. Et ce qui est intéressant en association avec le macro-converteur, pour moi, je trouve que c'est un accessoire fantastique hein, qui a été conçu spécifiquement pour se marier avec la formule optique du 50 mm, qui malheureusement, je crois, n'a pas eu beaucoup de succès et il est discontinué récemment par Hasselblad. Mais il permet d'avoir un rendu d'image fantastique dès la pleine ouverture. Et ce qui m'arrive souvent, c'est quand je fais des macros avec le 50 mm associé au macro-converteur, je travaille, et c'est le cas ici, hein, à pleine ouverture. Ici, on a f3.5. Donc la profondeur de champ, elle est de l'ordre de 1 mm ou 1 mm et demi. Mais par contre, le rendement optique, là, on voit là, sur le gros plan, on a un niveau de détail absolument fantastique. Alors oui, c'est vrai qu'on voit là, grâce à ton aperçu à 100%, que cette image, elle est folle quand même. Elle est assez incroyable. Et on voit le corps en transparence derrière l'aile, qui est déjà flou, hein, qui montre bien qu'il y a peut-être 2 mm de profondeur de champ, mais même pas plus. Hein. Donc, il faut vraiment. Il y a une problématique technique sur laquelle on va revenir, c'est qu'il faut vraiment déclencher l'appareil au bon moment, presque à la milliseconde près, hein, pour avoir une photo. Parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps, la libellule, pour traverser une profondeur de champ qui fait que 2 mm d'épaisseur. Alors, euh, c'est quoi le défi de la photo ultra rapide et c'est quoi ta spécialité finalement? En fait, la photographie ultra rapide, c'est ça. Enfin, euh, euh, techniquement parlant, ça consiste à relever deux défis. Déclencher l'appareil au bon moment. Et on va le voir, j'utilise des caractéristiques du dos. J'ai utilisé quasiment seul. C'est pour ça que j'ai mis sur cette planche là, une photo du dos au sol, parce que effectivement, j'exploite des fonctions de connexion du dos sur des champs de grand format. Et puis, l'autre défi qui s'accroît d'ailleurs en plus avec des capteurs de très haute résolution, c'est de réussir à avoir une photo parfaitement nette d'une action très rapide. Ce qu'on voit sur l'image de droite, là, donc c'est une sauterelle qui est au début de son bond. Il faut savoir qu'une sauterelle comme ça, pendant le temps nécessaire pour ouvrir l'obturateur d'un appareil réflexe standard, elle parcourt 50 cm. Je dis bien 50 cm, alors que la profondeur de champ sur une image comme ça, elle doit être de l'ordre de 3-4 mm. Donc pour photographier quelque chose qui, pendant le temps d'ouverture de l'obturateur, parcourt 30 fois la profondeur de champ qu'on a, il ne faut pas finalement ouais, ça ne suffit pas d'anticiper le mouvement, c'est-à-dire qu'on se dit, je me concentre, j'appuie sur le déclencheur au bon moment, il faut quand même appuyer sur le déclencheur avant que la sauterelle ait commencé à bondir, donc il faut avoir une boule de cristal presque. Mais Donc on est face à quelque chose qui est impossible en fait. t'as de super réflexes, donc il y a quelque chose. Comment tu Non, non, mais fais? j'ai plus que des réflexes, je vois le futur. Ah, d'accord. Le Donc tu réflexe arrives suffit pas. à Voilà. anticiper le saut. Voilà, si j'utilisais un réflexe normal, ça voudrait dire que je déclenche avant que la sauterelle ait commencé à bondir.
Ça veut dire qu'il faudrait que je vois ce qui va se passer dans le futur. Vous imaginez bien que je ne le fais pas comme ça. C'est peut-être toi qui l'attire, justement. Ben, en fait, non, en fait, c'est beaucoup plus basique que ça. C'est que moi, je ne fais rien, en fait. Je suis feignant, c'est que, en fait, c'est la sauterelle qui se prend en photo toute seule en franchissant une barrière lumineuse comme ce qu'on voit ici. En fait, euh, pour déclencher l'appareil, évidemment, c'est pas un réflexe surhumain que j'aurais. En fait, j'utilise une barrière lumineuse de ma propre conception. Et j'ai la chance en plus d'avoir un ami électronicien qui m'aide à mettre en place certaines astuces pour améliorer les systèmes de déclenchement. Donc, les barrières lumineuses que j'utilise, en fait, elles sont basées sur un rayon laser. En fait, il ne faut pas imaginer la guerre des étoiles avec un sable laser. En fait, j'utilise des petites diodes laser avec une optique de focalisation qui est montée dessus. En fait, ce sont des composants que j'achète chez des fabricants de pointeurs laser. Vous savez que, par exemple, on peut acheter des pointeurs pour montrer sur un écran d'une présentation un détail particulier. Donc en fait, j'ai trouvé le moyen dans une entreprise au Canada d'avoir le composant qu'on met dans les pointeurs. Donc, ma diode laser, en fait, c'est un composant qu'on met dans des pointeurs, tout simplement. Et de manière à pouvoir euh, euh, déclencher l'appareil au moment où un insecte va traverser le planète, en fait, je monte cette diode laser sur un banc optique qui est équipé de miroirs. Et c'est ce qu'on voit sur l'illustration qui est ici, c'est qu'en fait, avec un jeu de deux miroirs, mais il est très simple finalement de créer un balayage avec le rayon laser de manière à ce qu'on détecte n'importe quel objet qui va franchir le plan virtuel créé par ce balayage de rayons laser. Voilà. Donc, Et en gros, tu fais ta mise au point sur le laser. Et quand le papillon ou la sauterelle ou toutes sortes d'insectes que tu peux photographier traversent la barrière laser, c'est comme quand tu dépasses la vitesse limite sur l'autoroute finalement. Tu te fais flasher et c'est ça qui fige. c'est ça le principe. En fait, mais cela dit, euh, si je faisais ça avec des techniques normales, si je tiens pas compte d'un point important qui est le délai de déclenchement de l'appareil photo, le délai d'ouverture d'obturateur, j'aurais que des photos floues parce qu'en fait, si je faisais la mise au point simplement sur l'appareil laser sans prendre de précautions particulières, l'insecte va effectivement déclencher l'appareil au moment où il va couper le rayon laser, mais c'est ce qu'on voit ici, un obturateur d'appareil photo standard, ça met 100 millisecondes pour s'ouvrir. Et en 100 millisecondes, une sauterelle, ça parcourt 50 centimètres. Donc vous imaginez qu'elle serait bien loin de l'endroit où je l'ai détecté. Euh, Mhm. voilà. Donc alors évidemment, tous les insectes sont pas aussi rapides que ça, hein. Un papillon, pendant ce laps de temps-là, ça va parcourir 5-6 centimètres. Mais 5-6 centimètres, quand on a une profondeur de champ de 2 millimètres, c'est énorme. Donc ça crée une incertitude qui est difficilement gérable. Donc, alors, on peut aussi ne pas utiliser un appareil réflexe standard. Si vous prenez un boîtier professionnel, pour parler d'autres marques, vous prenez un Canon EOS 1 DX Mark III ou un Nikon D6, les appareils pro actuels haut de gamme, ben, Ouais. le délai de déclenchement est beaucoup plus court, il est de l'ordre de 40 millisecondes. Mais notre papillon, il parcourt plus 5 cm, il en parcourt encore 3 cm. Toutes ces données, tu arrives à les avoir. Alors, je sais que chez nous, on t'a mis en relation avec des gens de la R&D pour que tu aies accès à toutes ces informations-là. Est-ce que c'est des informations qui sont données par les constructeurs assez facilement ou c'est toi qui les cherches? Ouais, sur le matériel grand public, c'est assez difficile à savoir parce que c'est des données que les constructeurs ne cherchent pas forcément à mesurer avec précision, même s'ils les ont. Surtout matériel professionnel, c'est très facile à obtenir, hein. Moi, j'utilise aussi du matériel 2436 Nikon. Euh, alors, le problème, c'est que moi, j'ai toujours favorisé les relations humaines, donc je connais aussi pas mal de gens dans les services professionnels. Donc, un simple coup de fil chez NPS, chez Nikon Professional Service, ils vont vous donner ces renseignements-là. Donc, Parce que c'est pas ces difficile. données, finalement, pour produire les images que tu fais, elles sont obligatoires. Tu es obligé de savoir combien de temps va mettre l'appareil photo à se déclencher pour savoir où mettre ta zone de mise au point. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la bonne méthode de travail, après je vous parlerai d'une autre méthode, mais qui est pas accessible à tout le monde, hein. Je suis un peu le seul à pouvoir le faire, mais utiliser un obturateur, tout le monde peut le faire. Il faut simplement anticiper. Donc, typiquement avec un appareil photo qui a un délai de déclenchement de 40 millisecondes, vous voulez photographier un papillon en vol. Alors, il faut un peu connaître les espèces parce que toutes les espèces ne volent pas à la même vitesse, hein. Comme toujours dans le monde de la photographie animalière, il faut bien connaître son sujet, donc bien connaître
finalement le comportement des espèces qu'on veut photographier. Mais un papillon je dirais de comportement moyen avec un appareil bien nerveux qui a un délai de déclenchement de 40 millisecondes, ben, il faut faire la mise au point à peu près à 3 cm devant une barrière lumineuse. Et on aura une chance sur 50 d'avoir une photo nette. C'est à peu près ça. Mais du coup, quand tu fais une photo nette, bah, voilà ce Voilà, que ça c'est donne, par exemple. ça. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est bien sûr, c'est Voilà, alors, l'aperçu. oui, alors si on revient à la planche d'avant, il y a un avantage aux appareils Hasselblad, ça va t'intéresser pour vendre des boîtiers, Charles, c'est que les appareils Moyen-Format, ils ont un obturateur central. C'est ce qu'on voit. Vous avez deux obturateurs hein, dans la gamme H. Il y a un petit obturateur, je sais plus quelle taille il fait, 18 mm de diamètre, quelque chose comme ça, et puis un grand obturateur en fonction de l'ouverture maxi et des caractéristiques optiques des objectifs. Mais ces obturateurs-là, ben, ils s'ouvrent en 20 millisecondes. Alors, pour, euh, pour profiter de cette durée vraiment intéressante, parce que là, si on prend toujours mon exemple du papillon, le papillon, il parcourt plus que 1 centimètre. Donc, on limite quand même pas mal le hasard, et limiter le hasard, c'est augmenter la chance de réussir une photo. Et avec un obturateur central, c'est vraiment intéressant finalement d'avoir des délais d'ouverture aussi courts. Alors, sur un HSD, pour accéder à un délai de déclenchement de 20 millisecondes, c'est très simple. Il faut actionner le mécanisme de relevage du miroir. Donc, une fois que le miroir est relevé sur un boîtier H, H6 ou H5, H4, n'importe quel H, le boîtier relève le miroir, ouvre l'obturateur secondaire qui est derrière le miroir, ferme l'obturateur central euh, et puis met le diaphragme à l'ouverture de travail. Ça veut dire que quand un boîtier H est dans cette situation-là, quand vous déclanchez l'obturateur, l'appareil n'a plus qu'à ouvrir les lamelles de l'obturateur central et à les refermer. Il est C'est pour déjà ça que prêt. c'est Oui. voilà. Et Alors, sur les appareils de la gamme X, donc 907X ou X1D2, il y a un mode équivalent. Il y a un mode qui s'appelle MQ, Q comme Quick, je dirais Ove Bengtsson, hein, c'est lui qui m'a expliqué ça. Et ce mode-là, en fait, fait la même chose, c'est-à-dire que vous allez perdre la visée sur le moniteur ou sur le viseur électronique sur le X1D. Par contre, l'appareil se met dans le même état, c'est-à-dire qu'il va fermer le diaphragme à l'ouverture de travail et fermer l'obturateur. Ce qui fait qu'en mode MQ, au moment où on déclenche, l'appareil n'a plus qu'à ouvrir et fermer l'obturateur central. C'est ça qui donne accès à des délais de déclenchement quand même très courts de à peu près 20 millisecondes. Alors, on a une question en direct que je vais te poser tout de suite parce qu'on va jouer aux questions-réponses à la fin, mais c'est assez intéressant parce que tu viens de parler du H5. Alors, on sait que tu as un H6 descend. Moi, je connais déjà la réponse parce que je sais quel boîtier tu avais avant. Mais on a quelqu'un qui nous demande si c'est faisable avec d'anciens boîtiers Hasselblad. Donc, par exemple, là, dans le cas de figure, la personne parle d'un H5D40. Je crois que c'est un boîtier que tu connais assez bien. Oui. Et moi, en fait, j'ai commencé Châteauneuf avec un H4D40. Après, j'ai eu un H5D60, mais un H5 ou un H4 permet tout à fait de faire ça. En fait, il faut actionner après avoir fait sa mise au point, sa composition, etc. On relève le miroir en appuyant sur un petit bouton qui se trouve derrière la cuve sur un H. Et, le miroir se relève et l'obturateur se ferme. Et en fait, ce qu'il faut faire, en fait, il faut connecter un, en fait, la barrière lumineuse sur le connecteur de déclenchement à distance qui se trouve d'ailleurs juste à côté du petit bouton pour relever le miroir. Et en branchant cette prise-là sur mon système de déclenchement automatique, et on peut en trouver d'ailleurs dans le commerce, on déclenche le boîtier, un H5D40 le fera en 20 millisecondes seulement. Donc, je reviens à l'image que j'avais lancée tout à l'heure. Ça, c'est un exemple d'image que tu réalises. Alors, on voit dans la description en bas de l'image que c'est fait du coup avec le dernier boîtier que tu t'es procuré, le H6D100 avec un 300 et la fameuse bague à longe, ce qui te permet finalement de faire de la macro-photographie avec un téléobjectif, si je comprends bien. Exactement. Oui. Et Donc, c'est une photo qui résume bien ce qu'on peut obtenir avec le téléobjectif. Regardez à l'arrière-plan. Ça, c'est une signature du 300 mm. Et et, c'est très voilà. et ça, c'est Alors ça, intéressant. voilà. Et ben, ça montre bien que finalement, là, ici, là, on a réussi en fait, à mettre une des deux ailes du papillon dans le plan net, hein, qui ne doit pas être très profond. Et on arrive, avec 100 millions de pixels, à voir les écailles qui recouvrent les ailes des papillons, parce que les ailes des papillons sont recouvertes de milliers d'écailles, un petit peu comme une mosaïque. Et avec une définition aussi élevée, on arrive vraiment presque à compter les écailles sur l'aile.
Et autre chose importante dont on a parlé aussi au début, qui est typiquement quelque chose qu'une très grande dynamique permet d'avoir, c'est un papillon qui est quand même très contrasté. Il s'appelle demi-deuil parce qu'il est à moitié noir, à moitié blanc. Hein. C'est le nom du papillon. Et on voit aussi les écailles dans les hautes lumières ici qui ne sont pas forcément faciles à reproduire parce que sur une image comme ça, on se retrouve vite avec les hautes lumières cramées, ce qui n'est pas le cas avec le H6D100. Alors du coup, pour parler justement de la suite, je vois que cette image, elle a été faite avec 3 flashs et tu nous parles de 1/111 millième de seconde. Donc 1/111 millième de seconde, on sait que c'est pas possible avec un boîtier puisque aujourd'hui on monte au 2 millième. Comment tu fais toi pour shooter au 1/111 millième? Alors en fait, quand on parle bien ici de durée d'exposition et pas de vitesse d'obturateur. Donc en fait, Exactement. il n'y a aucun obturateur qui monte à des vitesses pareilles, parce qu'un obturateur, c'est de la mécanique, et on a quand même des limites liées au fait qu'on déplace des pièces. Donc pour figer des mouvements très rapides, en fait, on utilise simplement la durée de l'éclair des flashs. Donc toutes les photographies que vous voyez aujourd'hui sont toutes des photographies qui sont éclairées avec des flashs électroniques. Il n'y a pas de lumière naturelle dans nos images, et c'est une contrainte technique qui est imposée par le fait qu'on veut figer des mouvements très rapides. Et moi, j'ai toujours, à partir du moment où je me suis mis à photographier des insectes, cette contrainte technique, j'ai essayé de la transformer en une opportunité parce que on est obligé, certes, d'éclairer 100% de la scène avec des flashs électroniques, mais ça veut dire aussi qu'on maîtrise la lumière. Donc, si on apprend à bien éclairer ces scènes, eh bien, on a une belle lumière, et une belle lumière, ben, ça fait des belles images. C'est quand même, la lumière, c'est quand même la base de la photographie. Et toutes mes photographies sont éclairées avec des flashs électroniques. Alors, Alors, du coup, c'est pour ma intéressant part, parce que on a une pardon. question et du coup, je me permets désolé de te couper encore une fois, mais ça permet de répondre tout de suite à la question. En fait, la durée d'obturation de ton objectif, finalement, la vitesse d'obturation n'a pas d'incidence sur l'image que tu vas créer, puisque c'est le flash qui va figer l'image. Donc, que tu aies une optique qui aille au 800e d'ancienne génération ou une nouvelle optique avec le point orange qui monte au millième, voire au 2 millième avec les nouveaux boîtiers, ça n'a que très peu d'incidence finalement. Oui, ça a très peu d'incidence. Le seul intérêt que ça peut avoir, mais avec une optique ou un 800e, en général, c'est largement suffisant, c'est de faire en sorte que la lumière naturelle soit négligeable. Donc, Exactement, donc c'est pas des sur le problèmes qu'on sujet peut avoir principal. typiquement. Oui, quand je travaille avec un réflexe, avec un obturateur à rideau, donc on a des vitesses synchromax de l'ordre de 1/250e de seconde, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Avec un blade, quand on monte au 1/800e, c'est très rare que j'ai un problème. Donc il y a quand même un avantage à avoir un obturateur central pour ça, pour rendre la lumière naturelle négligeable, parce que sinon on aurait des petites images fantômes, on verrait un petit mélange d'images nettes, faites par la lumière du flash, avec un petit flou de bouger, qui est souvent assez perturbant parce que c'est soit on éclaire en lumière naturelle et puis on accepte d'avoir une image floue, soit on fiche avec le flash, mais le mélange des deux est souvent assez désagréable. Et le fait quand même d'avoir une vitesse synchro assez élevée, ça permet de rendre la lumière naturelle totalement négligeable dans l'éclairage. Et d'éclairer qu'avec les flashs. Ok, donc merci pour la question de Jean-Claude. Justement, c'était sur la différence de réactivité. Il n'y a vraiment aucune différence de réactivité. Et s'il y avait une différence, ce serait en montant la vitesse pour la lumière ambiante, mais pas pour le sujet principal. Voilà, l'action n'est pas du tout figée avec l'obturateur. Absolument pas. Bon, D'ailleurs, désolé il y a un point d'avoir sur lequel coupé. on est J'espère passé que un petit peu vite tout à l'heure, c'est que j'utilise même parfois des techniques sans obturateur, on n'en a pas parlé, c'était à la fin de la planche précédente, mais ça c'est un peu plus complexe parce que on a réussi à mettre au point en collaboration avec le bureau d'études d'Hasselblad, parce que j'ai la chance, moi, je ne sais pas pourquoi, chez Hasselblad, vous avez fini par m'ouvrir toutes les portes, c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de cette planche, c'est que en analysant ce qu'on pouvait faire avec le bureau d'études d'Hasselblad pour aller encore plus loin, c'est-à-dire que 20 millisecondes, c'est rapide, mais ça ne me suffisait pas. Donc, typiquement, pour aller photographier le bond d'une sauterelle qui va super vite, faire des choses comme ça, vraiment une sauterelle qui va bondir, mais vraiment face à l'objectif des photographies complètement impossibles, on a réfléchi avec Ove Bunston, hein, je pense, qui est le père du système H. Hein, Tout à fait, c'est exactement ça. oui, j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer directement avec lui et les portes se sont simplement ouvertes, je dois le dire, en montrant mes photos. Hein.
je ne suis pas le fils de Victor Hasselblad ou petit-fils, enfin, le petit-fils ou la petit-fils. Hein. C'est simplement mes images qui m'ont permis de rentrer en contact avec le bureau d'études. Hein, j'ai rien fait de plus. Et avec le bureau d'études, on a réfléchi à l'utilisation un peu détournée du dos sur le H. En fait, on utilise des fonctions qui sont faites initialement pour utiliser le dos tout seul sur une chambre, de manière à se passer complètement d'obturateur. Et en fait, on connecte pas mal de câbles, hein, comme ce qu'on voit sur la droite, là, sur le dos, alors qu'il est physiquement toujours fixé sur le H6, hein, de manière à pouvoir finalement déclencher de manière purement électronique l'acquisition sur le capteur. Et on n'utilise plus du tout d'obturateur, l'obturateur reste ouvert. Et on a mesuré un délai de déclenchement de l'ordre de 2 ou 3 microsecondes. Donc autant dire que là, quand j'utilise cette technique-là, je fais la mise au point sur le laser. Et donc ça permet vraiment de photographier des actions ultra rapides. Par contre, la mise en œuvre n'est pas très simple. Et en plus, on a des conditions de mise en œuvre un peu particulières parce qu'il y a une difficulté qu'il faut surmonter quand on met en œuvre ce mode opératoire qui, lui, est vraiment pas accessible à tout le monde. C'est que le capteur n'aime pas recevoir de la lumière pendant qu'on lit les données de la photo. Donc, c'est vraiment très technique tout ça. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Alors que utiliser l'obturateur central pour avoir un délai d'obturation de 20 millisecondes, c'est accessible par n'importe qui. Voilà. Et on obtient ben voilà, une photographie comme celle qui est affichée à l'écran, où là, le criquet bondit directement en direction de l'objectif, et on arrive à photographier le criquet au moment où sa tête rentre dans le plan net. Donc là, on est à la microseconde près. Voilà, tu parlais de mise en œuvre. Ça, c'est un setting, c'est ton setting, on va dire, normal pour faire ce type d'image qui est assez hors du commun quand même, il faut le Oui, souligner. j'utilise des flashs qui font. Alors, à chaque flash, c'est à haute tension, donc c'est des flashs dont la durée d'éclair est de 1/111 millième de seconde. Hein. C'est ça qui permet d'avoir des ondes de pouces pareilles. Ce sont des flashs un petit peu lourds, j'en ai un là. Et vous voyez quelle taille, si je me mets, vous ne me voyez plus, hein, si je mets le flash devant moi. Il pèse 4,5 kg. L'énergie émise par un éclair de 111 millième de seconde, donc c'est la durée. Donc un peu technique, l'éclair dure 9 microsecondes et on libère presque 30 joules. Donc pour faire ça, le flash il fonctionne à 4000 volts. Donc si j'allais toucher, si j'ouvrais le boîtier, j'allais toucher le condensateur, je décéderais instantanément. Donc c'est pour ça qu'on a un boîtier spécifique qui est complètement étanche pour pouvoir l'utiliser dans la nature. Il fonctionne dans 4000 volts. Il est alimenté par des gros accus qui permettent d'avoir un temps de recyclage d'une seconde seulement. Et pour créer des belles lumières, j'utilise 3 ou 4 flashs de ce type-là de manière à créer un modelé autour de l'insecte. C'est ce qu'on voit sur le schéma qui est à gauche. Donc ça veut dire que je mets en œuvre 15 kg de matériel rien que pour l'éclairage. Donc il y a quand même quelques... D'où le sac à dos assez volumineux dans la vidéo d'introduction, je suppose. Voilà, c'est ça, oui. Oui, et donc ils émettent 30 joules, mais ils émettent que 30 joules quand même. Ça veut dire que les distances de travail sont de l'ordre de 50 cm à peu près quand on travaille avec fuite ou F11. Et donc c'est aussi pour ça que j'utilise plusieurs flashs. Je me suis, même si ce sont des flashs spéciaux hein, qui sont fabriqués avec la collaboration d'une entreprise en Angleterre qui fabrique des lampes au xénon sur cahier des charges. Hein. La lampe qu'on voit finalement un petit peu derrière le réflecteur là, du flash, c'est une lampe qui fait 18 cm de long, qui fonctionne en 4000 volts et qui est fabriquée sur spécification en Angleterre. Et pour pouvoir quand même travailler le modelé, je me suis fabriqué quelques équipements d'interface qui me permettent, comme par exemple ce qu'on voit ici à droite, ça me permet par exemple de monter une boîte à lumière pour photo sur des flashs qui sont très spécifiques, qui ne sont pas standards. Et donc je retrouve des outils traditionnels de modelage de la lumière. Alors, on a une autre question de Jean-Claude, parce que tu as parlé il y a quelques instants d'une alimentation 12-24 sur ton boîtier. Pourquoi une alimentation 12-24 alors que tu peux l'alimenter avec l'USB finalement? Ben ça permet deux choses. Ça permet de pouvoir utiliser le dos sans l'ordinateur, parce que moi j'ai quand même de temps en temps des contraintes logistiques qui font que j'aime bien passer d'ordinateur. Donc avec l'alimentation externe, on n'a pas besoin de l'USB. Et l'autre avantage, c'est que je me suis quand même rendu compte que dans certains cas particuliers, ça dépend un peu des ordinateurs, mais on peut avoir
des problèmes de communication quand on alimente le dos uniquement par l'USB. Je trouve que globalement, le fonctionnement du dos est quand même plus stable quand il est alimenté directement. On n'a aucune mauvaise surprise. Ok. Et quel type d'alimentation du coup tu utilises? En fait, il suffit d'utiliser n'importe quelle alimentation. Alors, quand on peut travailler sur le secteur, il suffit de prendre un petit transfo 12-24 qu'on trouve chez n'importe quel revendeur de matériel électronique. Et pour, euh, quand je cherche à travailler de manière autonome, en fait, j'utilise un petit dock USB, un petit Mhm. chargeur USB. Et le modèle que j'ai choisi, j'ai simplement suivi les recommandations qu'il y a dans la documentation du HSD. Je crois qu'il y a un ou deux modèles qui sont recommandés. Et c'est un Exactement. modèle que j'ai acheté en Allemagne. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même l'adresse du site dans la documentation. D'accord. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, pour enchaîner, on a vu tes flashs assez incroyables, mais je crois savoir qu'il est possible quand même de réaliser ce genre d'image, peut-être pas à ton niveau et avec cette qualité, avec des flashs un peu plus standards, moins axés prototypes que ceux que tu t'es confectionnés. C'est Oui, possible de le faire avec autre chose. oui, c'est possible. C'est-à-dire que, en fait, il faut simplement en fait choisir des flashs qui, avec le réglage sur un niveau d'énergie faible, ont des durées d'éclair très courtes. Donc il y a deux orientations possibles. Soit on s'oriente vers des flashs Cobra qui ont en général quand même des durées d'éclair mini qui sont vraiment très courtes, hein, de l'ordre de 1/30 millième de seconde. Euh, et en plus, ce sont des flashs qui sont relativement peu chers par rapport à du matériel professionnel de gamme, mais l'inconvénient des flashs Cobra, c'est qu'avec ces réglages-là, il va avoir une portée très limitée. C'est-à-dire que soit il va falloir vraiment beaucoup ouvrir le diaphragme, soit mettre le flash très près du sujet. Et c'est quand même pas très souple d'emploi. En tout cas, on peut avoir du mal à éclairer une scène qui est un petit peu grande. Et récemment, lors d'un test de matériel Profoto, j'ai trouvé une solution qui a un super bon compromis en la matière des petits flashs Profoto B10 qui sont maintenant sur le marché, je pense, depuis 2 ans. Ce sont des petits flashs de studio qui sont autonomes, de petite taille, et qui ont un intérêt, c'est que la durée d'éclair la plus courte, c'est quand même de 1,50 millième de seconde. Donc, on commence vraiment à figer des actions intéressantes et on a accès à tous les accessoires de façonnage de la lumière de Profoto, et on a quand même à peu près 4 ou 5 fois plus d'énergie qu'avec un flash Cobra. Donc c'est un bon compromis, et je trouve que c'est vraiment, si quelqu'un veut faire de la photographie ultra rapide en suivant un peu mon exemple de manière sérieuse, c'est un super bon choix. Profoto B10, vous achetez 2 ou 3 unités B10 et vous pouvez vous créer une super belle lumière. Et d'ailleurs, la photographie qui est à droite, c'est une photographie qui est faite avec 2 B10. Et Et voilà, visiblement, c'est et vous voyez que c'est net. Hein. Donc On là, voit ça les, t'a on permis voit d'avoir les poils effectivement une parfaitement. durée d'éclair de 25 000. Donc par rapport, c'est un peu plus lent par rapport à tes flashs fait Oui, maison, mais on est toujours sur des vitesses qui sont extrêmement rapides. oui, parce qu'en fait, là je n'ai pas utilisé les B10 sur leur énergie mini. Je dois être à peu près à 2 ou 3 fois l'énergie mini qu'on peut régler sur le flash, ce qui fait que la durée d'éclair n'est pas de 1,50 millième de seconde, ce qu'on peut faire à B10, mais seulement de 1,25 millième de seconde. Mais pour Mm. photographier un papillon qui n'a pas un vol très rapide, ça peut être suffisant. C'est ce qu'on voit là. D'accord, donc du coup, cette espèce est une espèce de papillon lente. Oui, mais les papillons en général sont relativement lents, hein, si on les compare à des libellules ou à des sauterelles. Donc, pour photographier des papillons, à 30 millième de seconde en moyenne, on va dire, bah, c'est largement suffisant pour figer quasiment toutes les actions, même avec un capteur de 100 millions de pixels. Il y a d'autres Alors, insectes, je pense aux libellules ou aux sauterelles qui sont, voilà un exemple de photo, qui ne se satisfait pas d'un 30 millième de seconde. Là, il faut au moins un 60 millième de seconde pour faire une photo nette. alors celle-ci, en plus, elle est pas de face finalement. C'est pas de face, c'est vraiment le cas extrême. Là. Et là, donc, elle est éclairée à 110 millième de seconde. Et c'est, je dirais, entre guillemets, c'est bien ce qu'il faut avec un capteur moyen format très résolu pour avoir une image parfaitement nette. Alors, je crois que toutes les images que tu nous as mis dans cette présentation-là sont faites avec le H6D100. En revanche, quand on t'avait exposé à Arles il y a quelques années, il y avait des photos faites avec d'autres boîtiers. Et sur ton site, il y a des photos faites avec le H5 et avec le H4. Oui.
Oui, et puis pour quelqu'un qui veut accéder à un haut niveau de qualité et puis qui est pas aussi fou que moi, parce que à utiliser les capteurs les plus grands, c'est quand même un peu plus difficile. Mais je trouve qu'un capteur de taille 43 par 33 mm, le capteur 50 millions qui existe toujours dans la gamme avec un HDD 50, ou prendre un H5D40, un H4D40, les petits capteurs, ce sont quand même un bon compromis pour faire de la photo en gros plan. Et moi, j'ai commencé Ouais. d'ailleurs avec ces modèles-là. Et je me suis d'ailleurs trompé puisque cette image finalement est faite avec un H5. Oui. Moi, j'essaie de sélectionner en priorité des photos faites avec le H6, mais j'ai aussi d'autres images. Donc celle-là, elle est faite avec un H5 et un 50 mm. Donc là, typiquement, c'est un exemple de photographie prise avec le 50 mm et le macro converteur H. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça permet, comme on est très près du sujet, on a une impression de grande dimension, on voit bien la végétation qui est autour du papillon. Et typiquement, cette photo-là, en fait, elle est faite avec l'appareil photo qui est en forte plongée, et le papillon passe sous l'appareil, en fait. Et bon, j'ai mis l'appareil laser au bon endroit, mais simplement le papillon il passe sous l'appareil photo. D'accord, mais c'est parfait parce que ça répond justement à la question de Josué tout à l'heure qui demandait si c'était possible de faire ce genre d'image avec autre chose qu'un H6 et des boîtiers d'ancienne génération. Et finalement, on voit que le H6 a amené peut-être encore plus de dynamique et de qualité d'image, mais que le rendez-vous était, enfin que la qualité était déjà au rendez-vous sur les générations précédentes, hein. Ah oui, oui. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir un 6D100 pour faire des photos comme ça. D'ailleurs, celle-là est faite avec un H5D60, ce qui est quand même aussi un bel appareil, mais je pense que c'est quand même plus facile de maîtriser ce genre de technique avec des petits capteurs, hein, parce qu'on parle de grands capteurs. Donc, c'est encore fait avec le H5D, celle-là, je crois, hein. Oui. Oui, et donc celle-là, du coup, elle arrivait vite face à toi finalement. Oui, donc ça, c'est un mouvement très rapide en face vers l'appareil. Donc, la problématique là sur une image comme ça, c'est de vraiment déclencher le bon moment. Donc, c'est là que les techniques de maîtrise de délai d'ouverture d'obturateur sont très importantes. Et sur cette image, c'est un petit peu comme l'image qu'on a vue tout à l'heure. J'ai de nouveau travaillé à pleine ouverture avec le 50 mm. Et c'est ça qui donne ce rendu d'arrière-plan avec les petites sources ponctuelles de lumière dans les reflets sur l'eau qui se transforment en une belle, en un beau cercle bien régulier et très doux. Et on obtient ça en travaillant en pleine ouverture. Alors, est-ce que ta mise au point finalement, elle était faite sur la feuille ou pas du tout? Sur Non, la en fait, feuille. je travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire que je place ma barrière lumineuse un endroit qui va être adapté à l'arrière-plan. Et je choisis une position où les végétaux qui sont autour de moi vont par exemple avoir une feuille ici sur la droite qui traverse le plan net de manière à une position intéressante. Donc, et je vais placer la barrière lumineuse au bon endroit par rapport à la technique que j'utilise. Est-ce que j'utilise un obturateur ou est-ce que j'utilise la technique dont je vous parlais tout à l'heure sans aucun obturateur? Et si j'utilise un obturateur, ben, je vais décaler la mise au point de quelques centimètres par rapport à la barrière lumineuse en tenant compte de la vitesse de vol que je pressens de l'insecte que je vais photographier. Alors, il reste beaucoup de hasard dans ce que je dis et il ne faut pas imaginer que ces photos-là, on fait des réglages, il y a un insecte qui passe une fois dans le champ et puis on fait cette photo-là tout de suite. Oui, parce que En finalement, général, l'insecte, c'est plusieurs journées de travail. tu fais comment pour que l'insecte passe dans ton cadre, justement? Alors, ça dépend des espèces, en fait. Il y a des espèces qui vont toujours passer au même endroit, qui sont typiquement des libellules qui ont un comportement de prédateurs, parce que ce sont des prédateurs, elles font une ronde, elles passent toujours au même endroit. Et puis, à l'opposé, par exemple, pour photographier un petit criquet qui bonduit, c'est tellement imprévisible ce sont des photos qu'on fait en studio. On la ramène dans le studio et on essaye de la faire bondir là où elle veut. Alors là, on passe sur une image qui est beaucoup plus simple à faire. C'est presque, je dirais, une image intéressante pour débutants parce que les coccinelles, bon, elles sont assez amusantes à photographier parce qu'elles sont une bonne bouille. Et puis, quand elles s'envolent, elles préviennent en fait parce qu'elles commencent à ouvrir leurs élytres rouges avant de s'envoler. Donc, on peut même faire des photos comme ça. On pourrait même presque se passer de barrières lumineuses parce que on peut anticiper un petit peu le moment du décollage, donc on peut très bien essayer de déclencher à la main. Alors le taux de réussite va être faible, hein, mais c'est même faisable sans barrière lumineuse, une photo de coccinelle.
On peut essayer. Et comme elles ne volent pas vite, quand on met en œuvre une barrière lumineuse, on n'a pas trop de difficultés. Il faut décaler un petit peu la mise au point par rapport à l'endroit où on met la barrière, mais pas plus qu'un centimètre, quelque chose comme ça. Donc Sauf que là, il fallait c'est avoir. plutôt un insecte sympathique pour le photographe. Quoi. Le plus compliqué ici était quand même d'avoir les deux nets, la coccinelle et la fleur. Oui, ça c'est difficile, ça. Alors j'enchaîne sur la suivante. Qu'est-ce donc que cette Alors ça, image? c'est une guêpe maçonne, en fait. C'est une espèce en plus originaire d'Amérique du Nord, hein, qui est qui a fini par arriver en Europe, ça s'appelle un scolifron. En fait, c'est donc un insecte qu'on voit de profil et je l'ai photographié de profil parce que euh, cet insecte-là a un lien entre le thorax et l'abdomen qui est super fin. C'est simplement un petit tuyau. On a l'impression que c'est un extraterrestre qui arrive sur Terre et pourtant c'est bien un insecte qui vole dans nos régions. Et euh, en observant cette morphologie très singulière, je me suis dit qu'il fallait tenter de photographier de profil. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est en observant les insectes qu'on a les idées de photos. Et après, entre l'idée et puis la réalisation, des fois, il se passe quand même pas mal de temps. Une photo comme ça, c'est pas facile à photographier parce que non seulement il faut que l'insecte vole bien, je dirais, de manière parallèle au plan du capteur, mais en plus qu'on déclenche l'appareil à un moment où l'insecte est bien placé dans l'image. Donc, c'est typiquement le genre de photo où on peut user des journées et des journées avant d'en réussir une. Parce qu'il y a, Alors justement, il y a une partie celle-là, de hasard significative. tu l'as faite avec un 300 mm et deux bagues à longe, la 52 et la 26. Euh, si on devait reproduire ton setup, là, tu es posé à à quelle distance de la fleur et de l'insecte? Là, avec les deux bagues à longe, donc j'ai non seulement les deux bagues à longe, mais en plus j'ai réglé l'objectif sur sa distance minimale de mise au point. Ouais, Le puits doit être à peu près à 80 centimètres de l'insecte, à peu près, quelque chose comme ça. d'accord. Donc ça, les Et 300 tu mm permettent de garder quand même une distance qu'on n'aurait pas avec le 120 macro, hein, pour faire la même chose. tu as mis combien de temps pour réaliser cette image? Cette image-là, celle-là en particulier, j'ai fait ça pendant le confinement, hein. C'était au mois de, je pense que ça devait être vers le mois d'avril. J'ai dû passer 3 ou 4 jours de travail. D'accord. Au niveau nombre de déclenchements, je sais que ça veut rien dire parce que avec des émotions, on a tendance à beaucoup déclencher. J'ai dû peut-être faire 500, 600 déclenchements avec D'accord. des Pour positions réussir à avoir d'insectes dans des positions complètement incroyables, soit complètement floues, soit à moitié en dehors d'image, soit même l'insecte a déclenché la barrière alors qu'il est même plus du tout dans le champ. Et puis de temps en temps, il y a une photo où il est à peu près net, mais pas à l'endroit où on aimerait. Et puis à force d'insister, ben, la magie de la photo ultra rapide fonctionne et puis la persévérance paye. Et puis on arrive à sortir une image comme ça. Et c'est ce qui n'existait pas à l'époque de la photo argentique parce que j'ai commencé il y a très longtemps, je faisais encore de l'argentique. Mais ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que on voit quand même assez vite le résultat et à un moment donné, on fait waouh et on arrête de travailler parce qu'on sait qu'on fera pas mieux qu'une photo comme ça. Et ça oui. arrive, on est toujours un petit peu surpris euh, par le moment auquel on réussit la photo parce qu'en fait, on, on, on fait, on réalise plusieurs journées avec plein d'échecs et puis à un moment donné, eh ben, la super image apparaît. Il y a un côté un Alors peu révélation. j'ose imaginer que On celle-ci, dit, on est super content. c'était un sacré soulagement quand tu as vu que là, tu avais la bonne. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un ouf de. Enfin, Alors, je vais enchaîner sur un insecte. ça arrive régulièrement, ça, parce que on met beaucoup d'énergie dans chaque image et on vit souvent ça, en fait. Bon, ça, c'est une Donc, image plus celui-là est un facile peu à faire. moins. Ouais, je pense que c'est fait chez toi, je suppose. Ouais. Ouais, ça s'est aussi fait pendant le confinement parce que je tournais en rond au mois de mars et ben, il y avait une mouche qui m'embêtait dans mon bureau. Ben, je l'ai photographiée devant les rideaux. Elle se posait sur le rideau. Ben, là, c'est simplement, en fait, j'ai reconstitué finalement avec des flashs autour du rideau une ambiance qui était complètement éclairée avec des flashs, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a plus de lumière naturelle. Donc, Mhm. pour faire une image comme ça, bah, j'ai mis un flash derrière le rideau, il y a un autre flash pour déboucher le contre-jour, et puis on met la barrière lumineuse au bon endroit par rapport à l'endroit où on espère avoir la mouche, et puis après, comme on est confiné et qu'on s'ennuie chez soi, bah, on peut multiplier les essais et réussir une image comme ça. Et Pas ça, c'est une mal. image que j'ai réussi à la faire sur une seule journée.
c'est quand même une journée de travail, hein, ça se fait pas en 20 minutes, quoi. Alors j'enchaîne sur une photo où tu nous as fait un grand plaisir, c'est qu'on va pouvoir avoir ensuite l'image à 100% également, parce que depuis tout à l'heure, on regarde des aperçus des images donc, qui sont insérés dans le PowerPoint, mais il n'y a pas de crop, je crois savoir, sur les images que tu nous as mises. Alors Voilà, que fait ton. donc là, on va laisser un petit peu de suspense, mais là, juste après, on va avoir un crop d'une image de 100 millions de pixels à l'échelle 1. Mais avant de le voir, il y a quelque chose qui est intéressant sur cette image, c'est sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a des arbres flous avec un rendu très particulier. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec le 300 mm, ça. En fait, ce sont simplement des herbes qui ne sont pas dans l'arrière-plan, mais qui sont finalement entre l'objectif et le sujet, donc elles sont devant. Et le 300 mm fournit un rendu d'image quand il y a quelque chose dans l'avant-plan, en fait, devant le sujet, qui est vraiment très intéressant. Parce qu'on a un flou différent, c'est ce qu'on voit sur la gauche de l'image, en fait, avec des tiges qui sont peut-être 20 ou 30 cm devant le papillon, en fait, entre le papillon et l'appareil. Et après, si on zoome dans l'image, ben, on va voir les écailles sur l'aile du papillon qui est éclairée par transparence en plus. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait avec 100 millions de pixels. On voit tous les poils sur le corps du papillon. Si on regarde, alors je ne sais pas si la retransmission le permet, mais on voit aussi les facettes sur l'œil du papillon. Parce que les yeux des insectes sont des yeux à facettes, avec plusieurs milliers de facettes. Donc on voit les facettes sur l'œil, on voit tous les poils sur le corps, et puis comme je le disais tout à l'heure, ben, on peut découvrir toutes les écailles qui recouvrent l'aile du papillon. Et pour magnifier ça, en fait, j'ai mis en œuvre ici un éclairage qui est partiellement en contre-jour, ce qui permet de voir aussi par transparence les écailles sur l'aile. Et ça, Exactement, ben, parce que du coup, tu éclaires derrière les ailes et devant les ailes, ce qui permet de voir à travers. voilà, oui, oui. Et on met des flashs de côté de manière à ce que le contre-jour soit pas trop violent. En fait, c'est un dosage hein, de l'éclairage. Exactement comme quelqu'un qui ferait un portrait en studio va doser son éclairage. On utilise les mêmes techniques d'éclairage en photographie. Simplement, le sujet est plus petit. C'est tout. Alors j'enchaîne sur une autre. Sur une Alors autre ça, c'est une photo d'un insecte qu'on n'aime pas trop et qui fait beaucoup de bruit. En fait, c'est une punaise qui vole. Et, cette image-là permet aussi de comprendre un petit peu pourquoi les punaises font plein de bruit quand elles volent, parce que la partie rouge des ailes est une partie qui est rigide, qui n'est pas souple. Elle reste de l'aile qui est plus translucide et souple. Et c'est pour ça que quand les punaises volent, elles font énormément de bruit. Ouais. D'accord, c'est les vibrations liées à cette partie qui est Ah, rigide. c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Alors là, tu as quand même poussé la compo parce que les végétations qu'il y a autour vont extrêmement bien avec la couleur de l'animal. Visiblement, la colorimétrie de la gestion des couleurs de ton boîtier te sert aussi dans ce type d'image. Oui, oui, et en particulier, je suis assez loin de manière à bien maîtriser la colorimétrie. J'utilise une fonctionnalité de focus qui me permet de bien étalonner la lumière de mes flashs par rapport à leur température de couleur, parce que euh, euh, les flashs que j'utilise avec une durée d'éclair très courte ont tendance à générer une lumière qui est très froide. Donc, je ne règle pas simplement mon boîtier sur la température de couleur de flash, mais j'ai étalonné mon boîtier avec une charte de couleurs en utilisant finalement euh, les fonctionnalités de focus qui permettent de fabriquer un profil boîtier, enfin un profil adapté à la couleur de l'éclairage avec une grande précision. Et Exactement. quand je traite mes photos dans Focus, je n'ai plus qu'à rappeler ce réglage-là qui est préenregistré et je retrouve des couleurs d'une précision absolument parfaite. Alors d'ailleurs, on a une question. Enfin, on a une question. Tout à l'heure, on avait la mouche que tu avais photographiée que chez toi. Moi, je connais la réponse, mais on va répondre à Freddy qui dit quel est le pourcentage de photos réalisées en milieu naturel par rapport à celles produites en studio? Tu n'en fais que très peu en studio. Finalement, c'est quand tu es chez toi et que tu n'as rien à faire. Bah, c'est pas si binaire que ça parce que ça dépend beaucoup des espèces. C'est-à-dire que typiquement, si pendant 2 semaines je vais photographier que des bons criquets, je vais être quasiment tout le temps en studio. Donc ça D'accord. dépend vraiment des espèces, faut vraiment le voir comme ça. Et en pratique, c'est à peu près deux tiers, un tiers. Ok. Si on regarde ma production sur du long terme. Je fais quand même plus de photos en studio que ce que tu dis, mais ça dépend vraiment des espèces en fait. Parce qu'il y, a- Ok. il y a aussi, alors ça m'arrive aussi de temps en temps de travailler en studio pour une autre raison, c'est qu'il y a certaines espèces qu'on va trouver que dans des milieux qui sont très, très fragiles.
Et comme je déploie quand même beaucoup de logistique pour faire mes photos, quand on arrive avec 15 kilos de flash, avec un moyen format, des trépieds, etc., on peut détériorer le biotope dans lequel on travaille. Et dans certains cas, ça m'arrive aussi de me forcer à travailler en studio alors que je peux travailler en extérieur. Et ça peut prendre plus de temps parce que reconstituer un milieu naturel en studio, ça peut prendre plusieurs journées. Et ça m'arrive de le faire pour protéger un biotope qui est sensible. Parce qu'il faut, on pense évidemment aux animaux, mais pour protéger les animaux, il faut protéger leur biotope. Et des fois, un photographe qui va passer une semaine au même endroit, ben, il abîme un biotope. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Là, on parle un peu plus de protection de la nature, mais travailler en studio, ça peut être aussi une solution de protéger un biotope, et ça m'arrive. Voilà. Et du coup, Freddy enchaîne en fait sur une seconde question qui est en général de quelle taille font tes tirages photos? Alors, je sais qu'il y a plusieurs réponses puisque tu as une expo actuellement ou tu avais une expo cet été avec des tirages d'une taille assez incroyable, mais on t'avait exposé à Arles avec des tirages un peu plus petits. Qu'est-ce que tu fais en général de tes fichiers finalement? Moi, j'aime bien exposer mes photos. C'est un de mes médias, je dirais, pour montrer mes photos qui a privilégié. Et c'est vrai que j'ai tendance quand même à faire des grands tirages parce que moi, j'aime bien immerger les spectateurs dans mes images. Euh, je fais rarement des tirages de moins de 90 centimètres de long ou 70. Typiquement, ce qu'on exposait à Arles, on avait plusieurs formats, mais le format standard, il faisait quand même 90 par 120. Donc 1,20 m de long, quoi. Et Et la fameuse expo dans les Vosges, je crois. on avait fait des tirages de 2 mètres de long. Et je peux vous dire que moi-même, c'est la première fois que je tire aussi grand avec un très haut niveau de qualité, hein, parce qu'il n'y a pas que la taille, hein, il y a la qualité de reproduction. Donc des tirages de 2 mètres de très haute qualité, et bien on redécouvre les images du H6D100. Et moi-même, je m'approchais du tirage, et plus on s'approche du tirage, plus on découvre des détails. Il y a un effet de zoom avant quand on s'approche des tirages qui est assez saisissant. Et, je ne pensais pas moi-même finalement qu'on arrive à profiter à ce point-là des 100 millions de pixels. Et c'est tirer très grand, c'est vraiment intéressant avec ce niveau de résolution. Et visiblement, cette expo a été un succès. C'était une expo grand public, j'ai envie de dire, et les gens ont trouvé qu'il y avait quelque chose de différent dans tes images par rapport aux images standards qu'on est habitué à voir. Oui, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que évidemment les photographes tout de suite, on va parler à Hasselblad, on va parler de technique, etc. Mais le grand public qui connaît rien à tout ça, en fait, il s'arrête devant les images, il comprend pas trop pourquoi il y a une différence, mais euh, le niveau de détail dans les images fait que le grand public se rend bien compte et il passe du temps sur les images. On les voit s'approcher, ils ont vite compris que finalement, il faut regarder l'image de loin pour voir l'image complète, mais on peut aussi avoir une autre lecture en s'approchant du tirage. Et j'ai été assez surpris de voir le grand public réagir comme ça, en fait, face au tirage. Et c'était une exposition qu'on avait en plus accrochée dans mes Vosges natales, hein, puisque je disais que j'étais vosgien d'origine, et qui était en extérieur. En fait, on avait exposé dans la forêt des très grands tirages. Et donc, c'était très facile finalement, soit de prendre beaucoup de recul, soit à l'inverse de s'approcher du tirage. Et le grand public a vraiment réagi comme ça. J'étais vraiment content de voir la réaction du public. Alors, j'enchaîne sur une autre image, faite encore avec le H6D100. Oui, alors ça, Euh, c'est une sale bête. C'est c'est une coccinelle qui est invasive. En fait, c'est une coccinelle qui est originaire d'Asie et qu'on trouve maintenant très fréquemment euh, dans nos campagnes parce que pendant une dizaine d'années, les jardineries qui vendaient des larves de coccinelle pour manger les pucerons importaient les larves de coccinelle d'Asie. Et malheureusement, cette coccinelle-là est plus résistante que nos gentilles coccinelles à 7 points. Et elle a tendance à prendre le pas sur nos coccinelles à nous. Donc c'est une coccinelle qui a 19 points, celle-là. Alors que l'espèce la plus commune dans nos régions, c'est une coccinelle qui a 7 points. C'est la coccinelle qu'on voyait au début de la plantation, qui est rouge. Celle-là, elle est plutôt orangée et elle a plus de points. Euh, elle est très résistante. Ça, c'est une photographie que j'ai faite en hiver, je crois, ou à la fin de l'hiver. Donc, comme elle est très résistante, on peut trouver des spécimens adultes en hiver. Et là, j'ai eu de la chance, hein, comme je disais tout à l'heure, en assistant en persévérant, là, elle avait fait un virage sur l'aile, elle est en train de tourner entre les brindilles, elle est vraiment attinée. Et j'aime bien ces images où il y a du dynamisme dans la photo par la position de l'insecte, et c'est le hasard total qui me permet d'avoir ça. Bon, ça, c'est alors, j'enchaîne.
Plus classique, c'est un petit papillon, ça s'appelle un azuré. Là, photographie en gros plan. Alors évidemment, pour photographier des gros plans, j'utilise le 120 macro. Et puis, pour Hop terminer, là. voilà, la dernière image, c'est une photographie qui a été prise il y a une grosse semaine, le 12 novembre. C'est la dernière photo de papillon au vol que j'ai fait cette saison. Euh, alors, c'est une photo qui est. Donc, le papillon, en fait, il est de dos, là. Je sais pas si vous voyez. En fait, il est en train de s'envoler et il monte et on le voit de dos, là, sur cette photo-là. Et j'ai utilisé des moyens. Je ne sais pas si c'est très raisonnable, ce que j'ai inscrit ici, parce que j'utilise quand même le 300 mm avec deux bagues à longe, qui permet d'avoir un rapport de reproduction qui est presque 0,5, hein, moins 0,5. J'ai travaillé à relativement grande ouverture parce que en moyen format, avec deux bagues à longe, quand on ouvre f5.6, on peut considérer que c'est une grande ouverture, hein. Donc Ouais, très tout peu est flou. de champ. D'accord. Voilà. Mais par contre, c'est ce qui permet d'avoir des flous très subtils dans l'arrière-plan. Donc, on ne peut pas tout avoir, hein. On ne peut pas avoir grande profondeur de champ et puis des flous subtils. Donc, je choisis des paramètres de prise de vue assez risqués d'un point de vue technique qui laissent peu de chance finalement au succès, mais en persévérant, on arrive quand même à finir par faire des photos nettes. Donc, voilà. Voilà. Alors finalement, tout à l'heure, on avait une question, je pense, surtout suite à. Alors j'essaie de retrouver la photo dont il est question. Non, ce n'est pas celle-là. Je pense que ce serait plus celle-là. On a une personne sur le live qui dit: est-ce que l'insecte n'en a pas marre de sauter 600 fois? Bah, déjà, c'est pas le même qui saute 600 fois. Ah bah voilà. Parce que sinon, voilà, il en aurait marre, en effet. Oui. Euh, et donc, en fait, souvent, ce que je fais aussi pour pouvoir avoir une chance de réussir une photo, et ça, ça se fait beaucoup par repérage, il faut travailler à un endroit où il y a beaucoup de spécimens de l'espèce qu'on veut photographier. Parce qu'en effet, je suis bien d'accord qu'un insecte en aurait marre de sauter 600 fois. D'accord. Euh, Voilà, tu nous as éclairé finalement sur la question de Jean-Claude. Et on en Euh, revient au besoin de connaître bien les espèces qu'on photographie, parce que pour trouver un endroit où il y a beaucoup de spécimens, donc souvent avec les insectes, ça dépend du lieu où on se trouve, du moment dans l'année et de la météo. Donc c'est quand même plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte, et c'est que l'expérience terrain qui va nous permettre de, par exemple tout à l'heure on regardait une photo d'un gazé, une photo, le papillon sur lequel on a fait un crop. Eh ben je connais un endroit en Ardèche où entre début mai et 15 mai, je peux avoir une centaine de papillons sur 200 mètres carrés. Et c'est ça qui permet finalement d'avoir plus de chances de réussir une image. mais alors finalement, est-ce que tu te considères plus comme photographe ou comme naturaliste, spécialiste des insectes et la photographie n'est finalement qu'un média pour observer ta passion et les insectes? Alors, je dirais que je suis plutôt photographe parce que d'ailleurs je m'entoure de conseils de naturalistes qui me donnent des conseils parce que euh, je pense que mes compétences de base et mon approche, c'est d'abord une approche de photographe, parce que je travaille beaucoup sur la lumière, sur les flashs, donc je pense que j'ai une approche de photographe. Par contre, je ne peux pas ignorer les connaissances entomologiques. Moi, forcément, en étant passionné de papillons depuis que je suis tout petit, j'en ai des compétences naturalistes, mais je prends aussi soin de régulièrement de rentrer en contact avec des experts, voire même des entomologistes professionnels qui sont toujours de bons conseils et qui me renseignent pour connaître toujours davantage mes sujets. Et je pense que c'est important pour réussir des photos de bien connaître ces sujets, même si je pense que je suis d'abord photographe avant d'être naturaliste. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et il n'y a pas de meilleure approche, mais moi j'ai d'abord une approche photographique, je pense. Alors on arrive au bout de la présentation. On a répondu en direct à toutes les questions. Donc j'ai plus de questions en stock pour le jeu des questions-réponses à la fin finalement, puisqu'on l'a fait tout au cours de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le live. Là, je les vois passer et je les pose à Ghislain. Ghislain, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité, voir ce que tu fais, te lire également, parce que je sais que c'est ce que je disais au début, tu es dans Chasseur d'images, tu as un rôle assez important chez Chasseur d'images, tu publies des choses, tu testes des appareils photo. Dis-nous en plus.
Oui, en fait, je collabore avec le magazine Chasseur d'images depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, je publie des articles tous les mois dans le magazine. Donc, ça peut être du test de matériel photo, ça peut être des rubriques assez régulières sur la macro. J'anime aussi tous les mois une petite rubrique sur la vidéo, parce que maintenant, avec les appareils hybrides, le pont entre la photo et la vidéo est quand même assez constant. Et comme ça m'arrive de plus en plus souvent de tourner des making-of de ma pratique photographique, un petit peu comme ce qu'on voyait dans la vidéo d'introduction. J'anime aussi une rubrique vidéo dans Chasseur d'images. Et puis dans le magazine Natimage, qui est la version nature du magazine Chasseur d'images, je publie régulièrement des articles qui mettent plutôt en valeur les insectes et ce que je photographie. Donc ce sont plutôt des articles à orientation naturaliste. Voilà. Sinon, bah, je publie quand même de temps en temps des livres. Mon dernier livre en 2016 s'appelle Spitfires aux éditions Biotope. C'est vraiment un livre de belles images euh, qui a donné lieu d'ailleurs en même temps à, à la mise à disposition qui est toujours disponible d'un Blu-ray. C'est un documentaire de 52 minutes qui montre un petit peu comment est-ce que je m'y prends et les biotopes dans lesquels je travaille. Et si vous voulez plus d'informations sur toute mon activité, eh bien, le plus simple, c'est de visiter mon site internet. Donc, quand il suffit de taper Ghislain Simard dans Google, on trouve facilement. Et vous Eh bien, trouvez. merci Ghislain. Merci pour toutes ces précisions. Tu as juste un petit message, ce n'est pas une question, mais tu as un grand bravo de la part de Adrien Michel, qui dit que tes images sont vraiment magnifiques, comme d'habitude, et qui met un petit cœur également. Donc, je pense que tu Oui, dois le on connaître. se connaît, donc. Oui. Mais Adrien Michel, qui est un utilisateur de matériel Hasselblad d'ailleurs, hein, je crois savoir. Tout à fait, tout à Voilà. fait, qui a en ce moment un X1D2 en test. Eh bien, merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions. Je pense que Ghislain se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, on a passé un agréable moment avec toi, Ghislain. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour ta gentillesse et ta bonne humeur. Et puis, merci pour tes images qui sont vraiment incroyables et qui nous sortent de notre contexte habituel. Et merci à Je vais tous pour maintenant l'intérêt que vous vous portez à dire. mon travail. Bien entendu. Tu as dit quoi? Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Eh bien, je pense qu'ils étaient également contents de ta présentation. Je vais maintenant tous vous laisser, vous souhaiter une excellente soirée. Je te remercie encore, Ghislain, merci du temps que tu nous as accordé. Il nous a fallu un peu de temps pour préparer la présentation, et puis on s'est entraîné un peu avant, et puis là, tu nous as encore accordé 1 heure et demie. Je te remercie, et puis à bientôt alors, et puis à bientôt à tous les auditeurs. C'était vraiment super. Au revoir à Salut! tous. Au revoir.